Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir fait ce choix audacieux de venir ici parler de la démystification de l'agilité. C'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis assez longtemps parce que j'ai remarqué qu'on a l'habitude de souvent se réfugier dans de la théorie ou à citer telle ou telle personne pour essayer de justifier une opinion, voire parfois même un dogme. Donc j'ai décidé de vider mon sac aujourd'hui, en espérant avoir autant d'amis en sortant de cette conférence qu'en y entrant. Je m'appelle donc Patrick Roux, je suis agiliste chez Concerto, que je remercie de m'offrir le temps et l'espace d'avoir préparé ce sujet-là et de venir vous le présenter aussi. Un merci aussi aux sponsors, parce que mine de rien, ben, pas de sponsor, pas de cap. Donc merci aux sponsors. Euh, Et je voudrais commencer cette conférence par un petit trigger warning. J'aime beaucoup manier le sarcasme pour essayer de passer des messages. Par contre, je veux vous assurer de mes meilleures intentions. C'est promis, j'irai mollo, j'irai avec bienveillance, sans aucun jugement. Alors, ce que je vous propose de faire pour l'heure qu'on va passer ensemble, enfin les 40-45 minutes qu'on va passer ensemble, c'est prendre un peu de recul et de prendre tout ça avec un peu de légèreté. Et alors justement, en parlant de légèreté, on va commencer par parler, si vous voulez bien, de cul de chevaux. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les Romains de l'Antiquité étaient des ingénieurs hors pair. La preuve, leur construction traversait les âges. Il y a des routes qui datent de l'Antiquité qui existent encore aujourd'hui. Et ces routes-là, elles étaient assez utiles pour le transport de troupes à l'époque, mais surtout le transport de chars de guerre. Ces chars de guerre avaient un anthrax entre les roues qui était basé sur la largeur que prenaient deux culs de chevaux pour les tirer. Et il se trouve que après des décennies à rouler dessus, les chars ont un peu creusé la route, ont commencé à creuser des sillons dans les routes, et du coup, ben pour pas tout refaire, on a continué à faire des chariots avec ce même espacement pour pas casser les essieux. Ça aurait été quand même un peu dommage. Puis, les Romains ont envahi l'Angleterre et ont importé avec eux leurs routes, et donc leurs espacements de roues. Et il se trouve que l'être humain est une espèce particulièrement douée pour utiliser de vieilles pratiques malgré de nouveaux contextes émergents. Alors on a continué comme ça. Et il existe beaucoup de littérature qui vient détailler cet avènement du rail en Angleterre et comment cet espacement-là a été conservé, somme toute pour des raisons assez pratiques. On peut le comprendre. Et les Anglais étaient très en avance d'ailleurs sur le développement du rail. Et comme Safe l'aurait fait avec les méthodes agiles, les Américains ont importé et copyrighté tout ce qui se faisait de mieux. Et donc ils ont commencé à produire eux aussi leurs locomotives, développer eux aussi leur propre rail. Et en particulier, je m'intéresse à ce chemin. Ce chemin-là, c'est un train qui relie Brigham en Utah à Cap Canaveral. Train qui empruntait des rails qui avaient un certain espacement, qui était respecté plus par habitude que par norme, parce qu'aux États-Unis, les normes, on n'aime pas trop. Et à Brigham en particulier, on retrouve la société Mortland Tyrcol, qu'on appelle aussi ATK. Alors ATK, c'est le concepteur des Solid Rocket Booster, les SRB de la navette spatiale. Vous savez, ces fusées sur le côté là, qui aident la navette à décoller. Alors les ingénieurs, ils auraient bien aimé faire ces SRB un peu plus gros, mais malheureusement, ces SRB devaient être expédiés par train de l'usine, qui était à un bout des États-Unis, jusqu'au site de lancement de Canaveral à l'autre bout des États-Unis. Et ce train, il devait emprunter des tunnels. Ces tunnels étaient conçus pour accommoder le passage de trains, dont la taille est liée à l'espace entre deux roues. Les SRB avaient donc une certaine taille à ne pas dépasser. C'est comme ça qu'à s'entêter, à refuser de pivoter quand ça aurait été intéressant, qu'on s'est retrouvé à indirectement baser un des plus grands accomplissements de l'histoire de l'humanité, le franchissement, excusez-moi, de la frontière finale, sur la largeur de deux culs de chevaux. Alors, cette histoire, bien sûr, elle comporte beaucoup de raccourcis, quelques approximations, etc. Mais à cette adresse-là, il y a un historique complet et sourcé. Je vous donnerai ces slides-là plus tard. Ce que je voulais faire en racontant cette petite anecdote, c'est illustrer un propos. Non pas qu'on aurait révolutionné le rail, mais plutôt que par une série de petites facilités, on reproduit inlassablement les mêmes schémas et sans forcément se demander pourquoi. Si on extrapole vers le vrai sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que nous, agilistes, ben, on fait pareil avec l'agilité. Je voudrais presque parler un petit peu d'homéostasie. C'est pas parce qu'on est arrivé à quelque chose qui fonctionne aujourd'hui que ça justifie de le garder coûte que coûte, ou que ça doit nous empêcher même de nous poser les bonnes questions ou de les poser à nos clients.
Alors ainsi que le dit si bien ce cher Olivier du podcast Go Pirate avec sa délicatesse légendaire, c'est pas parce qu'on fait tout bien comme le dit le guide Scrum qu'on est agile. Vous êtes dans la bonne direction si et seulement si vous parlez de valeur, d'impact, d'autonomie, de délégation des responsabilités, d'imputabilité, d'auto-gestion, d'auto-organisation. La méthode qu'on applique, c'est juste le moyen d'arriver là. Et cette méthode, ça peut vite devenir un problème si on ne fait pas attention au cul de chevaux. D'ailleurs, prenons Scrum. Vous connaissez probablement ce monsieur, c'est Ron Jeffries. C'est un des signataires du Manifeste Agile et un des fondateurs de XP. Ron, il a écrit un article qui s'appelle Dark Scrum, qui résume, selon moi, la parfaite manière de respecter un cadre tout beau en pervertissant complètement son intention de départ. Je vais essayer de vous partager quelques points clés. Au début de Scrum, nous dit Ron, il y avait peu de personnes qui étaient formées. Beaucoup de personnes pensaient savoir ce qu'elles étaient censées faire et il ne devrait pas être surprenant qu'elles le fassent mal. Et c'est très souvent encore le cas aujourd'hui. Scrum nous dit d'expliquer ce qui doit être fait, puis de se retirer et laisser les personnes s'auto-organiser pour le faire. Et on s'attend à ce que ça vienne tout seul. Ça prend du temps de désapprendre d'anciennes méthodes et d'acquérir de nouvelles habitudes, d'apprendre à se faire confiance au sein d'une équipe et à faire confiance à une autre équipe aussi. Si on se précipite dans l'application du guide sans essayer de le comprendre, on peut tomber dans le dark Scrum, malgré toutes nos meilleures intentions. Par exemple, on pourrait évoquer le daily. C'est ce moment où l'équipe, elle s'auto-organise. Elle se partage les informations qui l'aident à accomplir son travail pour la journée. Elle y apprend à se faire confiance, à établir des relations avec ses collègues. Alors, c'est pas techniquement interdit de venir observer. Mais quand on le fait, on perturbe ce processus et on oppresse l'équipe en regardant par-dessus son épaule, qu'on le veuille ou non. Comment est-ce que l'auto-organisation peut émerger dans des conditions pareilles? Je fais une petite parenthèse aussi, si on a besoin de faire ça pour se tenir informé, il y a un problème de communication et de transparence, mais pas là où vous le pensez. Et pas de l'équipe, elle m'a dit que c'était OK. Évidemment que l'équipe, elle va pas nous renvoyer dans notre bureau, sinon, comme le proposait mon ami Maurice Lefebvre, l'équipe, elle peut aussi s'inviter dans le prochain comité de pilotage, de direction de projet, de je ne sais quoi, juste pour se tenir informé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans les deux sens? C'est pareil. On peut aussi laisser l'équipe tranquille et adresser le vrai problème de circulation d'informations. On fait aussi des plannings et puis tout va bien. Le PO côté métier n'est pas là, mais c'est pas grave, il a transmis ses instructions au proxy PO. Alors, ça va. On explique à l'équipe quoi faire, on calcule leur temps de présence, on remplit la capa et on lance le sprint. Elle est où l'auto-organisation là-dedans? Il faut s'imaginer qu'il y a actuellement en proportion, alors, donne l'importance que l'on souhaite aux certifications, mais c'est une donnée factuelle, il y a théoriquement 3 fois plus de Scrum Master formés que de PO actuellement. Ça veut dire que potentiellement, il y a 3 équipes Scrum sur 4 qui n'ont pas de PO au courant de l'intention des cérémonies qu'il ou elle inflige malgré tout à son équipe. On est en train de parler de cette personne qui doit, pendant le planning, discuter des éléments les plus importants du backlog et de leur relation avec l'objectif du produit. Proposer comment le produit pourrait accroître sa valeur et son utilité lors du sprint actuel. Comment est-ce qu'on produit de la valeur s'il n'est pas là? On peut comme ça tenir nos cérémonies, avoir des sprints, des objectifs de ce sprint même. On peut avoir une prédicabilité exceptionnelle avec une très belle vélocité et malgré tout pervertir Scrum avec beaucoup de bienveillance. Et puis, on blâmera le cadre qui ne marche pas dans mon contexte. Et d'ailleurs, en parlant de vélocité, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'utilisent. C'est un très bel outil. C'est Ron qui l'a créé. Et Ron, ben, il regrette un peu, au fait, maintenant. Et ce qui est fou, c'est que après ce tweet, il a dû fermer la section commentaires parce qu'il s'est pris des tombereaux de merde dans la figure de la part d'énervés du bulbe qui pensaient mieux connaître que lui le truc qu'il a lui-même créé. Vous vous rendez compte de l'arrogance? Le TLDR de ce qu'il dit, c'est ça. Si on s'adapte vraiment à la réalité telle qu'on la découvre, alors insister sur une vélocité en dehors de l'équipe et donc la productivité, ben, ça peut devenir nuisible, surtout compte tenu de notre incapacité naturelle à voir l'ensemble d'une situation et de nos biais en faveur du court terme. Il recommande, Ron, plutôt de mieux orienter nos efforts qui ne sont pas une source inépuisable d'énergie. Et on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Le risque à essayer de faire ça, c'est de finir par se précipiter pour terminer des
projet, ne pas créer assez de tests automatisés, ne pas refactoriser du code pour essayer de gagner du temps, ne pas faire de paires, de mobs, parce que pas le temps, encore une fois. Et on pourrait en dire autant d'ailleurs des story points lorsqu'ils sont mal utilisés. Euh, Ron, il nous explique que les story points, à l'origine, étaient créés pour permettre à une équipe d'estimer le temps nécessaire pour elle à la réalisation d'une fonctionnalité, mais qu'ils ont été mal interprétés, mal utilisés dans le temps. Et il déplore le fait qu'on les utilise aujourd'hui pour prédire une date de livraison de projet. Parce que c'était pas ça l'intention de départ. Il déplore le fait qu'on les compare entre différentes équipes, qu'on mette une pression excessive sur des équipes pour en faire toujours plus. Le fameux l'agilité, c'est pour faire plus vite et moins cher. L'existence d'estimations, selon lui, détournerait l'attention et empêcherait de discuter de la vraie valeur. Et c'est ce qui arrive quand on s'amuse à comparer une estimation qui finalement n'est qu'une estimation en doigt mouillé avec ce qui a réellement été consommé. Quand on vient comparer notre engagement et le consommé réel. Le consommé réel, finalement, ce n'est ni plus ni moins que le coût pour l'entreprise. Ça n'a pas vraiment d'information, si on le prend comme ça, sans aucun autre élément de contexte. On respecte un cadre en estimant des items de product backlog, en le pervertissant complètement, parce qu'on oublie pourquoi on le fait. Ce bon vieux Ron, il est sympa quand même, ne laisse pas dans la panade, il nous propose une alternative. Tout d'abord, il nous invite à réfléchir à une ou quelques fonctionnalités importantes pour une prochaine version, et ensuite à parler des problèmes que ces fonctionnalités vont résoudre pour l'utilisateur et des morceaux de logiciels qui pourraient les résoudre. Il nous invite à parler des fonctionnalités les plus simples qui pourraient aider juste un tout petit peu. On n'a pas à tout résoudre. Si on peut apporter juste un peu d'aide, ça suffit à faire avancer les choses. Deuxièmement, il nous invite à fixer une date de livraison relativement proche, de sorte à qu'on pense pouvoir développer de bonnes fonctionnalités d'ici là. Il nous invite à fixer la date et à se mettre au boulot. Et enfin, il nous invite à découper en fines tranches les fonctionnalités très importantes et à les réaliser. Alors, la valeur étalon, la dimension étalon d'une user story, c'est une journée. On devrait pouvoir terminer des user stories en une journée, voire moins, assez aisément. On devrait pouvoir travailler uniquement sur des parties les plus importantes sans chercher à tout faire jusqu'au moindre détail. On doit pouvoir faire juste ce petit truc qu'on est capable de fournir clé en main au client bidule pour qu'il l'essaye et nous fasse avancer. On veut avancer aussi rapidement que possible vers une livraison continue de valeur. Alors, j'imagine que vos sourcils se lèvent un petit peu à l'évocation d'une user story qui se fait en une journée. Mais si c'est le type qui a participé à les inventer, ces user stories qui le dit, je pense qu'on peut avoir l'humilité de le laisser décider de ce qu'il voulait créer à la base. Et pour vous y aider, vous pouvez utiliser ce diagramme de découpage, par exemple, qu'on retrouve assez aisément sur Internet. Il y a d'autres ateliers, il y a le jeu Split Poker qui existe, qui en est dérivé, qui a été fait par Olivier Leland de Neosoft. Il y a encore une conférence qui avait eu lieu à Agile Nantes, par Régis Schneider et Camille Joly, La Trancheuse. C'est des choses qu'on peut utiliser pour essayer de gamifier un petit peu la chose, mais on peut découper des user stories en tout petits morceaux, c'est possible, et c'est ça qui nous donnera la vraie prédicabilité, des petits morceaux homogènes. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il y a un truc qui ne colle pas avec notre usage et l'estimation, c'est encore ce monsieur-là qui le dit. Je pense qu'on connaît tous, hein, et je sais pas vous, mais personnellement, j'ai tendance à faire confiance au créateur d'un cadre sur la meilleure façon d'utiliser ce cadre-là. S'il nous dit de ne pas estimer parce que ça nous ralentit, peut-être qu'on peut essayer de l'écouter. J'ai commencé un peu à évoquer des user stories et il y a beaucoup de choses à dire dessus, en particulier sur leur format. J'imagine que certains d'entre vous ont des US qui ressemblent à ça. En quoi ça vous est utile? Je sais pas. Moi, ça ne me serait pas utile. Pourquoi on s'embête? Franchement, qu'est-ce que ça aide de se tortiller les neurones pour faire rentrer notre besoin au forceps dans un format un peu alambiqué qui, dans tous les cas, est devenu obsolète aujourd'hui. Et c'est pas moi qui le dis le mieux. J'appelle une nouvelle fois mon argument d'autorité préféré. On peut imaginer pourquoi ce format, parfois, il pose problème. Par exemple, quand on a besoin d'avoir une vue d'ensemble de son backlog. Alors là encore, on ne reste pas dans la panade. Pourquoi il nous propose une alternative? L'alternative qu'il propose à son propre format, c'est plutôt de se concentrer sur les 3 C, parce que un titre ne remplacera jamais une conversation. Il nous invite à ne mettre sur la carte que ce dont on a réellement besoin. Pas besoin de fioriture. La carte, elle n'a de valeur que si elle est, et pas besoin de fioriture, pardon, la carte, elle n'a de valeur que si, dans un second temps, elle est discutée dans une conversation avec la personne qui l'a créée.
pas avec un proxy, je sais pas quoi, qui n'existe pas. Je parle de la personne qui a créé cette carte, qui est à l'origine du besoin. Et il ne suffit pas juste d'en parler. On n'est pas des hippies non plus. Il faut rédiger un compte rendu, du contenu qui vient enrichir cette documentation vivante que doit être une user story. Et j'insiste sur documentation vivante. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps comme des specs, c'est quelque chose qui vit au fur et à mesure que la fonctionnalité est développée. Je vais maintenant aborder un sujet assez sensible, un peu touchy, les rétros, et je risque de vous donner envie de rage quit cette conférence quand j'aurai terminé, mais restez, s'il vous plaît. Euh, Tout le monde, ou presque, connaît Esther Derby. Elle fait figure d'autorité quand on parle de rétrospective. Son livre, pardon, doit être sur les tables de chevet de tous les bons Scrum Masters, n'est-ce pas? Il y a aussi beaucoup de ressources sur Internet, et on a une littérature accessible aujourd'hui qui devrait nous garantir des rétros hyper efficaces. Et pourtant, combien d'entre vous peuvent se targuer de ne faire que des rétros à succès? Personnellement, je ne me vanterai pas de ça. Et la rétro typique qui est insupportable, c'est une rétro dans laquelle les participants viennent critiquer le reste du monde, mais en même temps viennent se féliciter que tout va bien. On a un super esprit d'équipe, tout est cool. On a une bonne ambiance dans notre équipe, on s'entraide, des actions d'amélioration, mais non, tout va bien, Anthony. Là encore, il est essentiel de revenir à l'intention de la pratique. Je ne vais pas vous faire un petit guide de la rétro intergalactique, je veux juste vous partager comment est-ce qu'on peut faire des rétros parfaites en trahissant complètement l'agilité. L'intention d'une rétro, c'est pas de faire une réunion et de sortir à tout prix des actions smart et de dire qu'on est agile parce qu'on fait des rétros. L'intention d'une rétro, c'est de fournir à une équipe l'espace nécessaire pour pouvoir évoquer et réfléchir ensemble en toute sécurité au trou dans la raquette, pour penser, apprendre et décider comment mieux travailler ensemble. Et on n'a pas toujours besoin d'un plan d'action foireux pour y arriver. En plus, Esther, elle le dira mieux que moi, les rétros, c'est pas automatique. Des équipes qui font face à des délais impossibles, à un rythme insoutenable, tellement de pression pour produire qu'elles ne peuvent pas prendre du recul ou examiner leur façon de travailler, qui n'ont parfois même pas de soutien de la direction pour investir du temps, pour apprendre ou s'améliorer, bah, ces équipes-là, elles font face à des problèmes systémiques qui sont beaucoup trop importants pour être résolus par une simple rétro. Esther, elle nous dit, on s'appelle par nos prénoms, elle nous dit que avant de lancer des rétros, on doit se demander est-ce que le contexte s'y prête? Est-ce qu'il y a vraiment les bonnes personnes autour de la table? Est-ce que mon équipe, elle travaillera mieux ensemble en sortant de là, même s'il n'y a pas une checklist d'actions smart? Il y a des moyens de respecter une intention de rétro tout en cochant les cases de l'agile washing. Même si ces conditions sont réunies, alors ça vaut la peine de consacrer de l'énergie à vraiment les organiser, les préparer, ces rétros. Cette énergie, elle se dépense avant. Il ne s'agit pas d'arriver, de préparer juste un format un peu funky parce que c'est Noël, on fait une rétro à thème parce que c'est Noël, machin. Non, c'est OK, je pense, d'arriver avec une idée préconçue de la façon d'aider une équipe à atteindre ses objectifs. Des propositions. Je pense que c'est OK de concentrer des discussions sur une thématique précise. C'est OK, je pense, de guider un tout petit peu, de venir avec des propositions de sujets sur lesquels on pourrait se concentrer. C'est OK de transformer une rétro en un atelier dédié à quelque chose si on pense que c'est pertinent, que ça aide l'équipe. Il faut juste que ça reste un moment d'inspection, d'adaptation et d'amélioration continue. On doit pouvoir rassembler aussi des données en amont sur des thématiques pour alimenter la conversation avec des éléments factuels. Et je pense que c'est OK aussi de ne pas être tout le temps en groupe plein, que c'est OK de faire des rétros en sous-groupe. Parfois, ça peut aussi éviter à Jean-Michel, je prends toute la place, de ne pas laisser la parole aux autres. En clair, Esther, elle nous dit que si on n'a pas tout ça, c'est OK de ne pas faire des rétros, parce que ça pourrait faire plus de mal que de bien. Et j'aimerais conclure cette liste d'exemples par celui qui, à mes yeux, est quand même le plus important, parce qu'il y a une composante humaine, c'est la taille des équipes. Mon opinion, elle vous fera au mieux lever un sourcil, au pire lever intérieurement, mais malgré ce que dit Scrum, je pense qu'il vaut mieux une équipe de 10 devs qui ont eu l'opportunité d'apprendre à travailler ensemble qu'une équipe de 5 qui ne se connaissent pas du tout, ou inversement. Respecter une règle sans la comprendre, ça n'aide personne. Quelle est l'intention derrière celle de la limite de 9 personnes dans une équipe Scrum? Alors, multiplier le nombre de personnes dans une équipe, multiplie aussi le nombre de canaux de communication et donc potentiellement le bruit. On peut voir pourquoi, a priori, c'est pas une bonne idée d'avoir une équipe unique de 10 personnes. Mais c'est pas la seule raison.
Dans Topologies, cette notion de taille d'équipe, elle est évoquée et on y apprend que ce chiffre magique de la taille de l'équipe Scrum est inspiré en fait de la loi de Dunbar, qui nous indique le maximum de relations qu'on sait entretenir. Et ce nombre, il est de 15, dont seulement 5 à qui on fait pleinement confiance. Au-delà du nombre de Dunbar, il y a aussi beaucoup de recherches anthropologiques qui montrent qu'il existe des limites très claires et très marquées sur le nombre et la profondeur de relations vraiment sincères qu'on sait entretenir. Dans Team Topology, ce calcul très savant qui permet de passer de 15 à 9, il n'est pas détaillé. Par contre, je retiens que c'est la confiance qui est l'intention première de la conversion. On peut donc respecter la théorie en ayant le bon nombre de personnes et complètement passer à côté de l'intention en rassemblant ensemble n'importe qui ou en croyant que n'importe qui peut travailler ensemble. On parle de ce constat qu'il ne suffit pas de rassembler des individus talentueux pour faire une équipe performante. La plus petite unité de production d'impact, c'est l'équipe. Ce ne sont pas des individus qui livrent de la valeur, c'est l'équipe qui livre de la valeur. Alors, il faut traiter l'équipe comme un organisme unique à qui on ne peut pas greffer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, sous peine de rejet. Pour bien fonctionner, Scrum, du coup, a besoin en priorité d'améliorer la confiance au sein d'une équipe. Une équipe de 5 devs qui se fait confiance sera potentiellement plus productive qu'une équipe de 10 qu'on force à travailler ensemble. Ce point, il est d'ailleurs évoqué dans le bouquin Dynamic Reteaming. Les organisations d'équipe Les réorganisations, excusez-moi, d'équipe poseront beaucoup plus de difficultés avec des personnes qui ne se connaissent pas ou n'ont pas confiance entre elles. Alors, avant d'augmenter la taille d'une équipe pour produire plus, comme on rassemblerait 3 femmes enceintes pour faire un bébé en 3 mois, même si on reste dans la limite de 9 posée par le cadre, ça vaut la peine de donner un peu d'espace à une équipe pour qu'elle apprenne à s'améliorer pour produire mieux avant d'essayer de produire plus. Si on reprend un peu, du coup, tous ces exemples-là choisis précédemment, les auteurs et autrices des méthodes et outils qu'on utilise n'ont plus le même regard sur leur propre création aujourd'hui. Leur pratique, elle a évolué, et ce qu'ils et elles ont créé à l'instant T est, selon leur propre dire, obsolète aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que nous, on devrait les utiliser encore tels quels? Qui sommes-nous pour nous croire plus pertinents sur des cadres et des outils que leurs propres créateurs et créatrices? Tout n'est pas jeté, attention, mais c'est juste que sans se poser la question de l'intention de ce qu'on fait tous les jours, un peu par automatisme, on risque petit à petit de tomber dans le piège des culs de chevaux. Et on finit par ne plus savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans le contexte. Alors on pourrait, au lieu de ça, soyons fous, s'autoriser à innover dans nos pratiques. Pour ça, on peut essayer de s'inspirer de ce qu'on partage tous les jours quand on parle d'améliorer un produit. Modern Agile nous donne une première piste. Si on se remémore les mots d'Esther au sujet des rétros qui seraient des échecs en raison de la peur du blâme, la première piste, selon moi, est de créer un environnement où c'est OK de tenter des façons alternatives de travailler ensemble. C'est OK d'expérimenter, de se tromper, de faire des erreurs, de sortir du cadre. Mais attention à ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Est-ce que le cadre, il nous frustre parce qu'il appuie là où ça fait mal? Ou est-ce qu'on s'est suffisamment approprié son intention pour tenter des façons alternatives de la respecter? Je parle ici de faire la distinction entre le droit à l'expérimentation et le droit à l'erreur. Alors, j'ai pas envie d'entrer dans des lieux communs du genre il n'y a pas d'erreur, machin, mais il y a quand même parfois un peu de confusion entre les deux. Le droit à l'erreur ne veut pas dire absence de responsabilité ou de conséquences, mais c'est la reconnaissance que les erreurs, elles sont inévitables. Le droit à l'expérimentation a besoin du droit à l'erreur pour exister. Sinon, on n'a le droit à l'erreur que sur les choses qu'on nous dit de faire. Sans ça, il n'y a pas d'expérimentation qui ait du sens. Il y a juste une sclérose de nos pratiques, puisque chaque expérimentation sera trop timide pour obtenir des résultats ou trop bienveillante pour les mesurer objectivement. Vous pouvez faire autant de rétro que vous voulez. Si chaque initiative de l'équipe est bloquée par une pression du résultat ou la peur du risque pourtant calculé, le droit à l'expérimentation sera négligé. L'expérimentation devient alors une perte de temps, une distraction, et on va se réconforter dans un cadre bien normé après, en limitant drastiquement les opportunités, les vraies opportunités d'innovation ou de croissance à long terme. Bon, et ben maintenant qu'on a bien défoncé la théorie, on en fait quoi de tout ça? Quand on est devant une usine à gaz, on peut se sentir vraiment submergé. Et l'envie de simplifier peut vite nous faire oublier qu'il y a malgré tout une synergie entre les éléments qui composent ce cadre. Les outils, ils se nourrissent les uns les autres. Et en ne questionnant pas l'intention derrière notre choix de les utiliser ou non, on tombe dans ce qu'on connaît comme étant le culte du
Car- Cargo. Par exemple, le sprint planning se nourrit d'une revue. Si on bâcle cette revue ou qu'on en fait qu'une simple démo, c'est une opportunité ratée d'augmenter la pertinence du sprint planning suivant. Planning qui peut aussi d'ailleurs bénéficier de ce que l'équipe a exploré, de sa capacité à livrer de la valeur et de la qualité pendant une rétro. Alors, je veux pas faire de l'agile bashing, j'ai pas envie de dézinguer Scrum ou Safe ou n'importe quel autre cadre. C'est pas mon propos, même si parfois c'est un peu tentant. Mais on oscille souvent, je trouve, entre ça marche pas dans mon contexte, synonyme de je fais ce que je veux, fous-moi la paix, et normalement, on doit faire comme ci ou comme ça, synonyme de je suis un agiliste un peu dogmatique. Euh, Entre les deux, bah, il manque un peu de nuance, il manque un peu de questionnement sur cet incrément de valeur qu'une partie d'un cadre cherche à produire dans un ensemble qui est là pour aider et pas pour nous contraindre. Comment, je parle de se poser la question de comment est-ce que ces briques qu'on utilise tous les jours s'emboîtent pour former un tout pertinent, un tout co- co- cohérent. Et surtout, comment est-ce qu'on peut remplacer une de ces briques sans que tout ne s'écroule? On peut essayer de le faire comme on fait un business canvas. On pourrait tout d'abord s'interroger sur la valeur de ce qu'on est en train d'adresser. On peut commencer par questionner ce qu'apporte la pratique qu'on cherche à remplacer à tout prix et pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce que les personnes qui l'ont conçue avaient en tête à ce moment-là? Comment est-ce qu'elle s'imbrique avec le reste de ce qu'on fait? Quelles sont les adhérences, comme on dit? Pourquoi est-ce qu'on veut le remplacer? Pourquoi est-ce qu'on veut optimiser? Est-ce qu'elle met le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas envie de voir? En quoi est-ce que cette pratique est un problème pour nous aujourd'hui? Pour qui est-ce un problème? Si la réponse à cette question est c'est un problème pour moi, range ton ego, parce que comme le disait encore une fois Maurice, c'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de personne. Ensuite, on peut s'interroger sur les alternatives possibles à cette pratique, en gardant bien sûr la valeur qu'on a évoquée en tête. Chaque alternative, est-ce qu'elle permet de répondre aux problèmes qu'on a évoqués précédemment? Et si oui, est-ce qu'on peut les classer par ordre d'importance pour commencer des expérimentations des vrais? Et là, normalement, vous devriez dire, on est bon. Sauf que non. Comment est-ce qu'on sait que ça fonctionne? On a évoqué que le fait que le droit à l'erreur ne veut pas dire absence de responsabilité ou de conséquences. Et c'est cette responsabilité qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas se lancer dans une expérimentation à l'aveugle. On a besoin de critères objectifs. On a besoin de planifier des checkpoints réguliers pour passer en revue notre décision, vérifier qu'on est bien dans la bonne voie. Alors, on pourrait se poser cette série de questions et, et être poussé à réaliser qu'on ne s'est pas encore pleinement approprié un cadre. Ou alors, qu'on n'a pas encore saisi tout le potentiel des outils qu'on manipule. Ou alors, peut-être qu'on a même sous-estimé notre capacité à les adapter de manière pertinente. Un exemple un peu bêta, mais si on revient un peu sur le format des user stories, mes US, c'est cool. Ça permet de bien mettre le contexte, etc., de comprendre les parties prenantes d'une fonctionnalité, de connaître ça, un petit peu la valeur qu'on cherche à livrer, la destination, etc. Mais ça m'embête parce que j'ai un socle technique et j'ai toujours le même en tant que. J'ai besoin d'un truc qui manque pour les besoins non fonctionnels. Alors, euh, j'ai- j'ai, euh, euh, j'explore différentes alternatives et je choisis de retenir les US non fonctionnels parce que ça laisse plus de place aux devs. Mais il y a un risque quand même, c'est qu'on a tendance à se défausser, essayer de se défausser dessus parce que c'est plus simple de ne pas avoir à se poser la question de la valeur qu'on cherche à l'utilisateur. Du coup, pour pallier ce risque-là, je viens maintenir une proportion stable d'US fonctionnel et d'US non fonctionnel et avec un certain écart type, et je fixe un checkpoint au prochain trimestre à telle date, par exemple. C'est juste un exemple. Alors du coup, on a vu comment est-ce que ces pratiques, elles ont pu évoluer avec le temps et comment leurs créatrices et créateurs les ont adaptées. On a aussi vu les différentes alternatives qui existent. Et ces alternatives, elles ne datent pas d'hier. Et du coup, qu'est-ce qui merde toujours entre l'intention d'une théorie et sa mise en pratique? Cette idée que dans la vraie vie, ça ne peut pas marcher comme dans un livre, elle date pas d'hier non plus. Pour autant, la littérature est une nourriture vitale, sans laquelle on ne fait qu'essayer de tâtonner un petit peu. Alors attention, c'est bien de tâtonner. Mais mon point, c'est que si des gens plus intelligents que nous ont déjà adressé des situations complexes et créé des outils pour y faire face, peut-être qu'on peut avoir l'humilité de les utiliser sans complètement les déformer tout de suite. On pourrait les adapter, les faire coller à notre contexte à nous. Euh, oui, mais non. Parfois, on peut prendre des raccourcis qui ont du sens. Parfois même, on peut améliorer ce raccourci, en faire quelque chose de qualité, quelque chose d'utile. Mais par contre, si on fonce tête baissée, peu importe le choix qu'on fait, c'est un peu casse-gueule. Personnaliser une théorie trop tôt,
ou trop fort pour qu'elle n'appuie surtout pas là où ça fait mal, parce que ça nous demande trop d'efforts pour intégrer son intention dans notre culture d'entreprise, parce qu'on est trop pressé de mettre à jour le slogan de notre boîte agile, ça peut faire des dégâts. Dans ces cas-là, bah, je m'interroge un peu sur le bien fondé de cette personnalisation, voire de l'utilisation tout court du cadre. Je vous renvoie à Esther Derby et son avis sur la rétro. On peut croire que tous les contextes se valent aussi, et vouloir utiliser un cadre, une pratique, sans forcément la comprendre ou comprendre les éléments qui la composent, et tomber dans le culte du cargo. On peut aussi, il peut arriver aussi que, oui, 5 minutes avant les questions-réponses. que tu levais la main, pardon. Il peut aussi arriver qu'on soit un peu trop pressé et on ne prend du coup pas le temps de prendre du recul, d'analyser notre mode de fonctionnement actuel, de le questionner. Parce qu'on n'a pas le temps de faire du pair, comme je le disais tout à l'heure, de vrais rétros ou des revues avec les parties prenantes ou le ciel nous en garde avec le PO. À la fin de l'histoire, il est nécessaire, je pense, de prendre du recul sur la théorie qu'on brandit chez nos clients ou dans nos entreprises. Et cette théorie, ce cadre, cet outil, il avait du sens au moment où il est dans le contexte de sa création. Et même si ce contexte il évolue, son intention, elle reste. Et je pense que ça vaut la peine d'aller creuser cette théorie, mais ça vaut tout autant la peine de l'interroger, surtout dans un monde en mouvement comme le nôtre. Et au risque d'enfoncer une porte ouverte, j'ai envie de rappeler l'importance de questionner nos pratiques, les motivations derrière leur utilisation. Un modèle copié-collé, un cadre fait maison ou un truc hybride se base forcément sur un truc au départ. Pour résumer tout ce temps qu'on vient de passer ensemble, la chose avec laquelle j'aimerais vraiment beaucoup que vous repartiez, c'est que pour éviter de contraindre nos processus de livraison de valeur sur la taille de deux culs de chevaux, avant de piocher ce qui nous arrange dans un modèle, de les renier entièrement ou de sermonner les hérétiques, je pense que ça vaut la peine de mettre un peu notre ego de côté, de se rappeler que ce n'est pas à propos de nous, et d'essayer de prendre un peu de recul sur ce qu'on pense savoir et de remettre en question ce qu'on a choisi malgré tout de retenir dans ce qu'on a lu dans nos livres. Merci de votre attention. C'est bon, Frédéric, j'ai tenu. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation qui était fort intéressante et instructive. Maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à le faire sur l'onglet questions-réponses. Ce que vous voyez à l'heure actuelle, c'est pour ceux qui sont au PMI, vous pouvez scanner le code, répondre aux quelques questions qu'il y a, et puis avoir le code pour avoir des PDU. Donc, j'attends vos questions. N'hésitez pas. On va attendre encore quelques petites secondes. C'est des insultes aussi, vous avez. Je prendrai pas mal. Donc, si j'ai bien compris, ce qui va être intéressant globalement, c'est de travailler sur soi, en fait, cette relation en fait au cadre et à soi. Alors, travailler sur soi et travailler aussi l'organisation dans laquelle on évolue, le système dans lequel on évolue. Dans le sens où on peut se réfugier dans des pelletés de process ou des trucs comme ça pour essayer de sécuriser un truc parce qu'on n'a pas envie de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a adapté, pourquoi est-ce qu'on cherche à utiliser tel et tel quel. On se pose peut-être pas assez de questions sur qu'est-ce qu'on cherche à faire au départ. Je pense qu'on est nombreux et nombreux à être arrivés déjà dans un contexte client où l'organisation avait choisi d'utiliser des outils qu'il ne comprenait peut-être pas et du coup commençait à mal les utiliser. Euh, et c'est quelque chose qui m'irrite profondément parce que le besoin qu'il y avait derrière l'utilisation de l'outil n'est peut-être pas celui que les personnes qui l'ont mis en place avaient en tête. Euh, c'est pour ça que j'aime bien creuser et revenir à l'intention de départ, l'intention de la pratique aussi, qu'elle vienne d'un cadre bien défini, ou qu'elle soit déjà bien établie dans une organisation. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire au départ? Quel était l'irritant qu'on cherchait à adresser au départ? Et est-ce qu'il n'y a pas des façons alternatives d'aller adresser cet irritant plutôt que de brandir un process ou un outil? Donc, si je comprends bien, en fait, c'est mettre de la conscience en fait dans les outils qui sont mis en place pour bien appréhender en fait leur finalité et leur sens. C'est ça, mettre de la conscience et un peu de rationnel aussi. C'est de revenir à quelque chose de plus rationnel et puis
essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de story point, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la prédicabilité, qu'est-ce que c'est que les estimations, qu'est-ce que c'est que l'univers story, à quoi ça sert, etc. Plutôt que d'utiliser des outils qu'on ne comprend pas, ce qui va finir par provoquer comme un rejet de l'agilité, un rejet de pratique agile, un rejet de la culture agile, parce qu'on va associer pratique, méthode et culture agile avec une expérience assez négative de l'utilisation de ces méthodes, une expérience négative qui est assez légitime quand même. Mhm. Et à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que les directions sont capables d'avoir cette réflexion-là? Je pense qu'on a tous l'intelligence de réfléchir un petit peu et de se questionner. Euh, on a tendance, j'ai vu en plus il n'y a pas longtemps un post sur LinkedIn qui commençait à critiquer en prêtant un manque d'humilité à des gens qui ne se remettaient pas en question. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité à se fondre dans la masse. J'ai évoqué Maurice Lefebvre, qui est un ami qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et il avait à cœur de parler de Pickle Consultant, le consultant comme un cornichon dans un bocal. Mais c'est la même chose pour les dirigeants des organisations. Quand on est un cornichon, désolé, dans un bocal de vinaigre, on prend la saveur du vinaigre au bout d'un moment. C'est comme ça on fait des pickles. Et du coup, il évoquait l'idée que un consultant, c'est un cornichon qui a besoin de changer de bocal assez souvent pour s'imprégner de beaucoup plus de saveur. Et j'extrapole ça en ayant en tête que les personnes qui ne se remettent pas en cause, ce sont des personnes aussi qui sont peut-être victimes du système dans lequel elles évoluent. Et c'est pas un manque d'humilité, c'est pas une incapacité à se remettre en cause, mais c'est plutôt des gens qui ont pris des habitudes. Et on est des agents du changement. On n'est pas là pour mettre des coups de pied aux gens. On est là pour accompagner des gens, je pense. D'accord. Donc là, je lis quelques commentaires dans les questions et réponses qui sont assez intéressants. C'est un des spectateurs qui me marque le plus difficile en tant que consultant, c'est d'adresser cette perversion de l'agilité à son management client, Ouais. très compliqué. Et puis un autre qui me dit, on est trop la tête dans une partie arrière de notre anatomie, dans le roadmap et ne prend pas assez de recul sur nos intentions de départ. Triste J'ai constat, mais il faut avoir le courage de taper dans la fourmilière. j'ai déjà dit le mot cul, hein, on peut l'utiliser, c'est bon. D'accord, ok. La finesse est passée par la fenêtre déjà. Mais oui, effectivement, c'est compliqué. Alors c'est pour ça que euh, je suis pas un jusqu'au boutiste et j'ai tendance à privilégier la notion de compromis. Il y a une série que j'aime beaucoup, je n'en parlerai pas trop là, mais il y a une scène que je trouve intéressante où on évoque le fait que le compromis, c'est une situation dans laquelle personne n'est content. Absolument. Si on cherche absolument à convaincre les autres, à les faire changer, nous on sera content, mais en face on aura peut-être une personne qui sera en souffrance. L'idée, ça devient, à mon sens, plutôt d'essayer de trouver des compromis. Où est-ce qu'on peut lâcher du lest entre guillemets pour obtenir autre chose, parce qu'on est dans une discussion, c'est une négociation, je pense. Et pour essayer d'apporter des trucs, on a besoin de factuels. C'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Et pour être rassuré, on a besoin d'éléments factuels. Et c'est pas en se réfugiant dans un bouquin de la théorie qu'on arrive à rassurer quelqu'un. C'est en accompagnant et en allant au bout d'une démarche, quitte à ce que ça foire, c'est OK. Mais du moment qu'on comprend pourquoi ça a foiré et qu'on propose des pistes de solutions, des pistes pour améliorer les trucs. Je vois tout à fait. Donc, si je comprends bien, il y a quand même un gros travail à faire en tant qu'être humain et en tant qu'agiliste. Euh, sur un plan de vue personnel, en tant qu'être humain, mais aussi au niveau de l'équipe et au niveau de l'environnement de l'entreprise. C'est ça, mais on ne fait pas les choses parce qu'elles sont simples, on fait les choses parce qu'elles sont excitantes. Absolument. Absolument. Bien. Ah, je vois que j'ai encore quelques commentaires. Euh, alors, qu'est-ce que je vois? Alors, une autre personne me dit, c'est dommage de devoir négocier au lieu de collaborer.
Ça dépend à quel niveau. On s'adresse pas, par exemple, à une équipe opérationnelle comme on s'adresse à un directeur de programme. Je pense que c'est normal d'aller adapter un petit peu nos éléments de langage et notre attitude et la posture avec laquelle on arrive. Il y a des situations où la collaboration est souhaitée, souhaitable. On aimerait collaborer, mais on a besoin de franchir certaines étapes et d'aller obtenir la confiance de quelqu'un. Un dirigeant dirigeant d'entreprise, par, par exemple, ne va pas nous confier les clés de sa boîte alors qu'il ne nous connaît pas. On a besoin de faire nos preuves aussi, mine de rien. On est face à un être humain qui a des responsabilités, qui a une pression, qui lui aussi subit une pression au-dessus de lui, mine de rien, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, c'est quelqu'un qu'on a besoin d'aller accompagner. Du coup, on doit négocier parfois, je pense, malheureusement peut-être, mais on est parfois obligé de négocier certaines choses en prenant des engagements qu'on va essayer de tenir. D'où l'importance du contrat de coaching, entre guillemets, ou de fixer au début d'une collaboration des jalons et des objectifs qu'on va essayer d'atteindre. C'est ça que j'appelle la négociation, en fait, finalement, Mhm. qui va Oui. mener à de la collaboration. Mais il y a, je pense, quelques étapes à franchir avant d'arriver à cette situation de collaboration qui est bien sûr la cible et ce qu'on souhaite. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je pourrais même rajouter que tout ça doit être basé sur une certaine confiance relative et développer cette confiance pour qu'on puisse s'adresser d'homme à homme ou d'homme à femme et de créer en fait un périmètre de confiance dans lequel on va pouvoir interagir et construire quelque chose en fait. C'est superbement bien dit. Je prendrai en note quand je regarderai le replay. Merci. Bien. Nous arrivons à la fin. Donc, bah, pour terminer cette présentation, un grand merci à Patrick Roux hein, pour ce partage très intéressant et interactif avec le groupe. Ah, je vois que j'ai un chat aussi. On va voir qu'est-ce qu'on me raconte de beau. Voilà, donc voilà, des remerciements. Donc, si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, récupérer vos points, vos PDU avec le PMI, n'oubliez pas de scanner ce code, de répondre aux questions et puis d'aller vous reconnecter sur une autre conférence. Et je vous remercie d'avoir été présent. Toutes mes excuses pour ce problème d'affichage dès le départ. Et puis merci aussi à Patrick qui nous a fait une superbe conférence. Merci à toi et n'oubliez pas de passer dans les stands des sponsors du coup entre les intercessions. Il me semble que pardon, Zoom nous permet d'aller faire un petit coucou aux sponsors. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.